iragile ngira me forora. Deme baba ninga fala nebe iragile ngira me forora. Imuti mirio wi mede irame kafera. Imuti fefe suude irame kafera. Quel bonheur, mesdames, messieurs, d'être en votre compagnie ce jour. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là encore. Mesdames, messieurs, nous recevons aujourd'hui sur notre prestigieux plateau le guide des chiites, son éminence Cheikh Hassan Sangou. Salam alaikum. Salam alaikum rahmatullah. Bonne arrivée à notre QG. Bonne arrivée également à la CRTV, votre chaîne préférée. Merci beaucoup, la chaîne de toute la nation. Comment vous allez, éminence? Ça va un peu bien par rapport à la situation que vous connaissez tous. Le Cameroun est en train de vivre cette situation, mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça va aller. Oui. Et votre communauté? La communauté se porte un peu bien. On est en train de faire tout et tout pour relever le défi. Oui, essayer d'éloigner de nous toutes sortes de peurs, de psychoses et autres par rapport à ce que nous vivons à notre jour aujourd'hui. Vous avez effectué récemment un voyage en Iran. C'était pour quel but? C'était pour participer à la réunion de l'Assemblée mondiale à Libet. C'est une réunion qui se tient une fois tous les 4 ans. Hormis les réunions extraordinaires, on était à cette 6e Assemblée mondiale. Et qui regroupait? C'était essentiellement chiites ou bien l'ensemble des communautés islamiques? C'est l'ensemble des penseurs. Tous les penseurs y sont conviés, sauf celui qui n'a pas le temps d'y arriver. C'est l'ensemble des penseurs, et en particulier les penseurs responsables qui essayent de tout faire pour implanter l'unité planétaire. Et quand vous parlez de penseurs, hommes politiques, dignitaires, religieux, c'est tout le monde? Comme vous savez aussi, le monde vit selon plusieurs saisons. Oui. Oui. Dieu n'a pas imposé une seule saison à la gestion humanitaire. Ainsi, le regroupement humain. Chaque groupement humain a besoin de plusieurs penseurs. Les penseurs politiques, les penseurs économiques, les penseurs théologiques et autres. Oui. Oui, le monde vogue dans cette assiette d'unité de la pensée humaine. Et quel était le thème qui guidait vos travaux? Il existait toute une diversité de thèmes. Oui. Mais le thème qui était ma vocation particulière, comme l'Assemblée mondiale se subdivise en plusieurs ateliers, le thème qui partait en droite ligne avec ma vocation était l'atelier politique. Et comment ça? Pour un dignitaire religieux, il choisit l'atelier politique? Ça dépend de la définition politique que les uns et les autres donnent à ce sujet. Je ne parle pas de la politique selon l'Académie française. Je parle de la définition politique selon Dieu qui a créé l'homme, selon Dieu qui a créé l'humanité, selon Dieu qui a créé l'univers. Parce qu'il existe 2 définitions politiques, 2 définitions. La définition académique et la définition psychique. Quant à la définition psychique, qu'est-ce que la politique? La politique, c'est la gestion d'hommes. C'est la gestion d'hommes, la gestion d'un groupement d'hommes, la gestion d'une entreprise, la gestion d'un État, la gestion d'une communauté pacifiquement, dans le but de conduire la dite communauté, le dit État, dans l'émergence, tout en préservant le droit de tout un chacun sans léser quiconque. Et là, donc, quand vous avez choisi l'atelier politique, le sujet phare était lequel? Vous avez mis l'accent sur quoi? Le sujet phare de cet atelier même était ce qui est en train de détruire le monde maintenant. Ce qui détruit le monde maintenant, c'est le terrorisme.
c'est le terrorisme. J'ai opté pour cet atelier. Pourquoi? Parce que c'est dans cet atelier même qu'on étudie les origines du terrorisme, les différentes sortes du terrorisme, leurs motivations et leurs objectifs. Il était indispensable pour moi et pour l'intérêt de ma nation que je sois dans cet atelier. Déjà, comment est-ce que vous avez défini le terrorisme? Dans cet atelier, nous nous sommes rendus compte qu'il existe toute une donnée de définition du terrorisme. Et comme vous le savez aussi, comme l'exemple vaut mieux que la leçon, si nous prenons par exemple le cas de l'Ukraine. Oui. Si nous prenons le cas de l'Ukraine, vous allez voir dans les médias au niveau mondial que l'Ukraine a maintenant le problème avec les séparatistes pro-russes. Selon la Russie, les séparatistes pro-russes sont les loyalistes. Et selon la communauté internationale, c'est-à-dire les Occidentaux, les séparatistes sont les terroristes. Là, à ce sujet-là, chacun a sa part de définition du terrorisme. Donc, l'ONU ne saurait s'entendre pour combattre le terrorisme en Ukraine. Parce que les États membres permanents des forces de sécurité de l'ONU se divergent sur la définition du terrorisme en Ukraine. Le gouvernement de l'Ukraine, selon la Russie, est un gouvernement terroriste. Et selon les autres membres permanents, comme les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France, ce sont les loyalistes. C'est ça en fait. On est revenu sur la Syrie par exemple. Lorsque nous étudions par exemple le problème en Syrie, lorsque le problème a commencé en Syrie, en 2011, il y a eu le regroupement des Occidentaux en France dans le but d'un regroupement intitulé « Les Amis des Syriens ». Les Amis des Syriens, c'était les amis des rebelles syriens. Ils ont cotisé les armes, ils ont cotisé de l'argent, ils ont mis tous les moyens en jeu pour pouvoir donner les ailes aux rebelles de pouvoir écarter Bachar el-Assad du pouvoir. En ce moment-là, en 2011, ils étaient tous loyalistes. Ils étaient tous loyalistes selon la définition occidentale. En ce moment-là, la Russie et l'Iran, par exemple, et d'autres pays, les rebelles n'étaient pas les loyalistes, c'était les rebelles qui avaient organisé la révolte sociale. Il était donc question de venir au secours des loyalistes qui étaient le gouvernement de Bachar el-Assad. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2015, ces mêmes rebelles, ils se sont divisés en deux. Les États islamiques et les rebelles loyalistes, selon toujours les Européens et les Américains. Maintenant, ils font tout et tout pour identifier l'État islamique comme les terroristes. Et les autres rebelles maintenant sont les loyalistes. Ça, c'est cette définition qu'ils ont donnée. Donc, sur le problème de la Syrie, par exemple, on ne saurait compter sur l'ONU pour combattre le terrorisme. Parce que le terrorisme, là-bas, les Russes, la Chine et les autres États jugent les rebelles de terrorisme, comme la Russie est en train de bombarder les terroristes maintenant, et condamné par la France, les États-Unis et autres, qu'il est en train de combattre, de bombarder les loyalistes qui sont les rebelles. Donc, ça veut dire que si on compte sur l'ONU, on ne saurait combattre le terrorisme. Parce que le terrorisme, chacun a son sens approprié à lui. Donc, on a essayé de comprendre dans cet atelier que le terrorisme, on baptise le nom de terrorisme selon la situation géopolitique, selon la situation géoéconomique. Et ça, c'est la stratégie, la situation géostratégique. Donc, c'est pour cette raison que je me suis trouvé dans une quiétude perpétuelle que le Cameroun remportera sur les terroristes. Et donc, pourquoi? Le Cameroun sera je crois que le Cameroun sera le tout premier pays au monde à emporter sur le terrorisme. Parce que de toutes ces définitions que les autres États donnent au terrorisme, le Cameroun a sa définition particulière. Le Cameroun a sa définition particulière. Quand je parle du Cameroun, tout le triangle national, il n'y a pas un groupe qui identifie les terroristes comme les loyalistes.
tout le triangle national, forces vives, forces de défense, forces de l'administratif, forces gouvernementales, toutes les forces du pays sont unanimes que le terrorisme, c'est tout ce qui remet en cause la vie humaine. Donc, le Cameroun n'a rien à défendre. Et il y en a parmi les nations qui ont peur de la fin du terrorisme. Parce que si on éradique le terrorisme sur la planète, il n'y aura plus vente d'armes. Ceux qui sont détenteurs des usines de fabrication d'armes auront des difficultés de vie. Ils risquent d'avoir une chute économique. Parce que le terrorisme donne l'effervescence économique aux nations fabricants d'armes. Vous avez vu par exemple l'État islamique. L'État islamique a les missiles. L'État islamique a des véhicules super sophistiqués de déplacement du désert. L'État islamique a des bombes de plus sophistiquées pouvant leur permettre d'imposer ce qu'on leur demande d'imposer. Parce qu'il y a les acteurs sur le champ et il y a les commanditaires à part. C'est ce commanditaire-là qui donne à chaque nom le terrorisme. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous recevons aujourd'hui son éminence Cheikh Hassan, guide des chiites. Éminence, dites-nous, est-ce qu'on peut, par exemple dans votre atelier, peut-être vous avez vu à la petite unité, qu'est-ce qui peut être considéré comme acte terroriste? C'est un atelier qui est chargé de la vulgarisation des droits humains. C'est-à-dire un atelier qui est chargé de la rectitude de la pensée humaine. Quand on parle de la rectitude de la pensée humaine, on voudrait dire que c'est un atelier qui amène l'homme à la vie adamique. L'homme à la vie adamique. Qu'est-ce que la vie adamique? C'est une vie dans laquelle on retrouve les enfants, même père, même mère. C'est une vie où on ne trouve guère le tribalisme. Parce que le tribalisme est un acteur terroriste. Vous voyez par exemple le Rwanda en 1994, le tribalisme entre les Hutus et les Tutsis, chacun dit je suis meilleur, l'autre dit je suis meilleur. Ils ont pris les marchés des Hutus. Il y a eu près d'1 million de morts en quelques heures. Ouais. Je ne pense pas qu'il existe même les catastrophes naturelles pouvant tuer 1 million en un coup. Même la catastrophe de 24 décembre 2004, le tsunami n'avait pas tué 1 million. On avait quand même compté 500 000 corps, mais pas quand même 700 000 corps. On a compté en Rwanda 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000, 10 000 corps, si on peut le dire ainsi. Il n'y a aucun acte terroriste pouvant tuer comme ça. Ça, c'est un volet du terrorisme qu'on a toujours étudié dans notre atelier. Parce que c'est un atelier chargé de la vulgarisation du droit humanitaire. Donc, avec ça, le Cameroun est un État à plusieurs ethnies. Le Cameroun a déjà mis tous les jalons pouvant permettre au peuple camerounais d'éviter ce qu'on appelle le terrorisme tribal. Il y a un autre volet du terrorisme, le terrorisme confessionnel. Le terrorisme confessionnel, je prends l'exemple terre à terre de nos voisins toujours. Prenez le cas de la République centrafricaine. Ce qui s'est passé là-bas entre les musulmans et les chrétiens. Au Cameroun, par exemple, nous avons mis tous les jalons en marche de par la laïcité propre que nous prenons. Quand je parle de la laïcité propre, je parle de la laïcité propre, laïcité responsable, laïcité patriote. Il faut seulement la haute vigilance. Oui. La haute vigilance. Une vigilance illimitée, de façon à préserver perpétuellement cette laïcité propre. Il existe aussi d'autres formes du terrorisme que nous pouvons éviter de vivre au Cameroun. C'est le terrorisme économique. C'est le terrorisme économique. Lorsque l'économie d'un pays est touchée,
c'est de la merde. C'est de la merde. Les infrastructures hospitalières risquent n'est plus fonctionnelles. Et les infrastructures éducatives risquent n'est plus à son état de fonctionnement, de bon ou fonctionnement. Dans cet état des choses, qu'est-ce qu'on appelle le terrorisme économique? Le terrorisme économique, c'est lorsque le gouvernement camerounais ou l'administration camerounaise prend toute la responsabilité et l'amour de nommer un DG dans une entreprise et le DG confond la poche étatique à la poche privée, la poche morale à la poche personnelle, la poche psychique à la poche familiale. Ça, c'est le terrorisme économique. Lorsqu'un ministre, le gouvernement camerounais, l'administration camerounaise prend toute sa confiance et place sa confiance en toi et te nomme ministre parmi 24 millions de Camerounais, ou 23, 22, selon le recensement qui viendra, c'est pour remettre en cause tous ceux qui sont attachés dans ton jalon ministériel. Ça, c'est le terrorisme économique. Il y a le terrorisme administratif, par exemple, ce qui se passe dans d'autres nations. Quant au terrorisme administratif, le gouvernement camerounais doit être bienveillant par rapport aux personnels qui nomment. On doit veiller sur l'éthique morale des administrateurs camerounais. On doit veiller sur l'éthique morale des administrateurs camerounais. L'éthique morale est très importante. Il faut savoir qu'il n'existe aucun appareil au monde jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, en dépit de l'effervescence du progrès scientifique, il n'en existe aucun pouvant identifier le sang d'un escroc, le sang d'un coupeur de route, le sang d'un jaloux. De ce fait, étant donné que nous sommes tous aveugles dans le choix des personnels pouvant mener à bien notre nation, il n'y a point de doute qu'on revienne sur le passé d'une personne. Sur le passé d'une personne. Il y a des nations au monde, j'évite d'appeler les noms, qui, lorsqu'ils veulent nommer par exemple un ministre, on repart à son école primaire. Ouais. Il existe des relevés dans d'autres pays au monde qui partent de l'école primaire jusqu'à l'université. Ouais. Ce relevé-là, on l'intitule l'éthique morale de la personne. Si, étant dans les crèches, tu avais volé la nourriture de ton frère, on note. La maîtresse ou le maître va directement, il note. L'enfant s'y a volé de la nourriture. À son âge, qu'est-ce qui l'a amené à voler? Jusqu'à cacher. Tu vois un petit enfant de 3 ans, il prend la chose de son frère, de sa soeur, en cachant derrière. La maîtresse dit, mais qu'est-ce que tu caches là derrière? C'est le vol. Il faut noter. Prendre sans permission. Oui, prendre sans permission, jusqu'à avoir l'idée de cacher. Donc ça veut dire qui sait de quoi il s'agit. C'est le vol. Donc on note. On va voir que perpétuellement cet enfant-là, il faut mettre beaucoup de regards sur lui. Si déjà il commence à mentir, madame ou monsieur, tel a volé, tel a fait ceci, alors qu'il n'a pas fait. Vous constatez qu'il a menti. Vous fouillez minutieusement. C'est pour cette raison que le volet éducatif, on ne doit pas aller dans ce volet dans le simple but qu'on a manqué sa vocation. On dit qu'on est en train de recruter les gens, des enseignants. Tu y vas parce que tu as manqué ta vocation. C'est un volet très délicat parce que le terrorisme éducatif, c'est le pire du terrorisme au monde. Pourquoi le pire du terrorisme? Parce que quelqu'un qui est mal éduqué, qui est mal civilisé, il s'en fout, même s'il faut tuer toute une nation. Il s'en fout, même s'il faut mettre toute une entreprise en épave. Donc, les bulletins, le relevé là, quitte de la crèche primaire, secondaire, supérieure, jusqu'à ce que c'est gardé entre la main de l'administration. Donc, il existe toute une diversité du terrorisme. Mais pour combattre le terrorisme administratif, ce n'est pas facile. C'est pour cette raison que vous voyez de nos jours les ministres en prison au Cameroun, des grands directeurs en prison au Cameroun. Le président de la République, son état, il va faire comment? Il fait ses efforts. Mais il faut que l'ensemble du peuple camerounais l'aide à voguer dans le même véhicule. C'est quel véhicule?
vécu du patriotisme propre, l'amour en son pays, Ouais. l'amour en sa nation, l'amour en sa constitution. Lorsque tu vis le patriotisme propre en ton âme et conscience, tu ne saurais détourner le budget alloué pour l'administration de ton ministère, de ton entreprise, de ta société ou de n'importe quoi que ce soit. C'est ça en fait les différents volets du terrorisme que le Cameroun a le devoir, le site devoir de mettre un œil, une vigilance accrue, perpétuellement accrue, pouvant éradiquer ces différentes formes du terrorisme. Éminence, ça veut dire que vous interpellez également les familles, les parents. Parce que le terrorisme peut commencer, comme vous avez donné l'exemple, dès le bas âge. Effectivement, le terrorisme peut commencer dès le bas âge. Et ce volet-ci, lorsque vous attaquez ce volet-ci, ça me fait très mal au cœur. Parce que les parents ne comprennent pas les enjeux d'un enfant réussi. L'enfant, pour avoir un enfant prêt à porter, comme on peut dire avec le langage de la rue, un enfant prêt à porter, c'est-à-dire un enfant patriote, un enfant responsable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas l'élever avec des choses souillées. Ça veut dire? Il ne faut pas l'élever avec des choses souillées. Détourner les biens d'un pays, les biens publics, pour entretenir tes propres enfants, tu es en train de les empoisonner et de fabriquer les futurs mafieux, les futurs fémanistes, les futurs affairistes, les futurs détournés des deniers publics, les futurs terroristes. Les futurs égoïstes, les futurs qui ne font pas d'efforts et ont tout. C'est en fait ça. Donc il faut éviter d'élever un enfant, de nourrir un enfant avec les biens usurpés. C'est pour cette raison que quand vous voyez par exemple, dans la religion par exemple, chez nous les musulmans par exemple, le pèlerinage est une obligation. Mais les engrenages qui mènent à ce pèlerinage sont à vérifier. Dieu dit à qui a le pouvoir et les moyens, c'est-à-dire le pouvoir matériel, le moyen physique, le pouvoir matériel, le moyen physique. Si tu es en santé, tu as une maladie contagieuse, tu ne peux pas y aller. Parce qu'il y a des maladies contagieuses, tu es physiquement fort, mais tu ne dois pas y aller parce que tu vas aller contaminer les gens. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'Islam, avait dit s'il y a une maladie, une épidémie contagieuse quelque part, ne quittez plus pour aller contaminer les autres. C'est structuré. Regardez par exemple toujours le pèlerinage. Si tu usurpes les moyens, tu vas en pèlerinage, Dieu ne va pas accepter. Oh, le but c'est de faire que Dieu t'agrée et qu'il accepte ton pèlerinage. Regardez ce volet. Le deuxième volet de l'obligation de l'islam, par exemple, l'aumône légale. Il faut purifier ta richesse. Tu peux voler, tu purifies, tu es en train de faire quoi avec ton Seigneur? Une richesse, tu purifies 1 milliard de fois, Dieu ne va pas accepter. Donc, tu pratiques ce que Dieu ne va pas accepter, Dieu va rejeter. Prenons le troisième volet de l'obligation islamique, par exemple. Le jeûne de Ramadan, par exemple. Quiconque rompt le jeûne avec les choses usurpées, Dieu rejette. Quiconque observe le carême le matin avec les choses usurpées, Dieu rejette ton jeûne. Qu'est-ce que Dieu veut en fait? C'est ça la question. Regardez par exemple les 5 prières canoniques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Qudsi bien sûr, le Seigneur dit à son serviteur, comment je vais exaucer ta prière? Tu es là devant moi, avec les habits souillés, origine souillée, avec le sang souillé, provenant d'alimentation souillée, avec la maison souillée, provenant des trucs usurpés pour construire la maison, avec le tapis souillé, avec le terrain souillé. Comment veux-tu que je coopère avec toi et que j'exauce tes prières? Avec l'ensemble de tout ceci, on conclut à quoi? L'amour en son prochain. Parce que quand tu as de l'amour en son prochain, tu ne saurais usurper son terrain, tu ne saurais dévaloriser son ethnie, sa tribu, tu ne saurais dévaloriser sa confession, tu ne saurais dévaloriser sa culture, tu ne saurais dévaloriser son état de vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jamais vous n'aurez le paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. Jamais vous n'aurez la plénitude de la foi jusqu'à ce que vous entre-aimez. Donc c'est l'amour qui mettra les gens au paradis. Voilà comment Dieu a organisé tout ce qui mène au paradis et l'a arrêté par l'amour en son prochain.
Éminence, terminons cette édition avec une prière pour que l'amour soit réellement ce vecteur dans nos cœurs et surtout que le Cameroun soit ce pays qui va prêcher par son exemple de paix. Merci beaucoup. Je vais prier pour notre triangle national et je vais prier pour l'ensemble du pays. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Notre Seigneur, toi le garant de la paix, le garant par excellence de la stabilité, le garant par excellence de l'unité, nous t'implorons, nous te lions de garantir la paix dans notre triangle national, de garantir la sécurité dans notre triangle national. Toi, l'administrateur par excellence et le sage par excellence, nous te demandons d'accorder à notre administration un système d'administration pouvant amener tous les triangles nationaux à l'émergence. Nous te demandons d'assister notre administration pour qu'à jamais on exerce les nominations, on exerce la gestion, on exerce le fonctionnement du gouvernement avec sagesse perpétuelle. Nous te demandons, toi le sécurisant par excellence, d'assurer une sécurité perpétuelle à notre triangle national. Toi le garant de la victoire, le vainqueur par excellence, nous te demandons d'accorder une suprématie et une victoire perpétuellement permanente à notre force armée, à nos forces armées, à nos forces vives, à tous les différents composants de notre nation luttant contre le terrorisme. Nous te demandons d'assurer à notre pays une émergence propre, une émergence perpétuellement stable, de façon que le Cameroun vive en paix, de façon que le Cameroun vive dans une cohabitation pacifique entre différentes confessions, dans une cohabitation pacifique entre différentes ethnies, dans une cohabitation pacifique entre différentes classes sociales. Paix au triangle national, paix à notre administration, paix à notre gouvernement, paix à toutes les religions du pays et paix à toutes les confessions du pays, paix à toutes les tribus de notre nation, paix à l'ensemble du Cameroun. Allahumma salli ala Muhammad. Merci Éminence, bonne journée et la CRTV reste à votre écoute.